تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les courriers, il y en a 100, 200, et c'est pas facile. Les courriers qui arrivent vendredi, c'est lundi qu'il y a naturellement, on a les voix. Parce que moi, j'ai encore gardé les habitudes qui ne sont pas à la mode maintenant. C'est le matin de bonne heure entre 5h30 et 7h que je traite tout ce qui est très sérieux, notamment les courriers. Donc c'est ce matin que votre courrier est censé être traité. Mais déjà, en les feuilletant, je crois que la direction de ceux qui sont aux commandes ici ont vu la sensibilité de ce courrier. Ils l'ont sorti. Et un de mes conseillers spéciaux hier, je crois que vous avez utilisé votre grande diplomatie aussi, parce que j'ai vu tout de suite la main d'un futur ambassadeur, certainement. Parce que pour les diplomates, vous savez, le summum, c'est un ambassadeur. Il a joué de tous ses talents pour réveiller le Premier ministre à travers Abdelkader Mega Ibrahim Mega pour dire que le courrier qu'ils ont envoyé le vendredi, ils ont besoin d'une réaction rapide. Parce qu'il sait, il est des affaires étrangères, il sait que la machine est très lourde. Donc ils n'attendent pas 10 jours pendant que leur population sont en train de souffrir. Donc il a pesé de tout son poids. Je voudrais donc le remercier, lui et mon conseiller spécial et mon camarade du mouvement associatif et politique, Ibrahim Mega, Belkader Mega. Parce que n'eût été certainement cette promptitude de M. Arbi, certainement que c'est peut-être dans le courant de la semaine qu'on aurait la réponse. Mais déjà le samedi, ils ont sorti ce dossier et je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui parce que ce qui concerne la sécurité ne peut pas attendre. Vous savez, dès notre prise de fonction, nous avons bien compris qu'il y a deux choses à faire tout de suite. Il faut d'abord remettre les citoyens en confiance, notamment les hauts responsables, les cadres des différentes autorités qui sont dans la capitale. Parce qu'ils sont comme ceux qui tiennent un peu la torche pour indiquer les grands chemins aux ressortissants de leur région. La deuxième chose, c'est de redonner confiance aux populations, à la base, parce que vous venez de le dire, votre rôle, c'est de soutenir les actions des associations, organisations à la base, celles qui sont tous les jours avec les populations. Donc, en vous écoutant, vous qui transmettez les préoccupations des populations, en les mettant en confiance par des actions concrètes du gouvernement, on a des chances de réussir. Parce que sans ça, on va rester dans les discours, mais il n'y aura rien. Mais avant ça, je voudrais d'abord remercier notre ancien Cheikh Moulay Aïdara et les autres présidents d'honneur et tout le monde. Je comprends bien son état de santé. Je me suis même reproché un peu de ne pas pouvoir aller chez lui quand j'étais sorti de l'hôpital. Les séquelles ne sont pas finies, c'est pourquoi vous sentez ma voix d'ailleurs avec beaucoup d'eau à côté, parce qu'avant je ne pouvais même pas parler. Il faut le saluer de ma part. Moi j'ai toujours dit que si je suis encore en train de parler, ça ne vient pas de moi. En réalité, c'est Dieu et les bénédictions des Maliens. Parce que tout le monde, dans les coins les plus éloignés, ne parle même pas des grands érudits qui sont en ville, des grandes personnalités, grandes, notables, respectées par tout le monde, comme Cheikh Moulay Aïdara, n'eût été leur bénédiction, je ne suis pas sûr que la force physique seulement m'aurait amené. Parce que la force physique a manqué totalement, c'est pourquoi je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc c'est les bénédictions des populations auxquelles Dieu a répondu et les efforts des médecins qui font que je suis là aujourd'hui. Je voudrais donc vous remercier à travers vous, renouveler mes remerciements à l'ensemble des populations maliennes et de leurs amis. Vous savez,
Un gouvernement, j'ai dit l'autre jour et je le répète, il a 4 grandes sources de légitimité. Pour qu'un gouvernement soit légitime, qu'il soit élu, qu'il vienne par la force, qu'il vienne par succession dynastique, il faut qu'il assure la sécurité physique des citoyens. S'il ne peut pas assurer la sécurité physique des citoyens, il ne peut pas être légitime. Le deuxième élément de légitimation des régimes, c'est de pouvoir créer les conditions pour que la population puisse se nourrir. Un homme qui a faim ne peut pas assurer sa souveraineté, ne peut pas affirmer son indépendance et son honneur. La troisième source de légitimation d'un pouvoir, c'est la sécurité éducationnelle. Il faut pouvoir donner l'éducation à tous ces enfants. Qu'est-ce qui nous différencie des autres peuples? C'est l'importance que ces peuples qui se disent supérieurs à nous accordent à la connaissance humaine, à la recherche, aux gens brillants. Parce que la société, c'est comme un train. Les plus brillants sont dans la locomotive, ceux qui la tirent. Les peuples, imaginons, c'est les wagons. Sans les wagons, il n'y a pas de locomotive. Et sans locomotive, les wagons ne peuvent pas bouger. Donc, il faut éduquer la population pour qu'elle comprenne tous les enjeux des problèmes et qu'elle trouve des solutions. Chez nous, les ingénieurs, on dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Tout est une question de temps. Il y a quelques années, si on disait aux gens qu'on peut parler maintenant et être regardé à Tombouctou ou Gao en même temps, ils ne vont pas croire. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Dans 10-15 ans, les choses qu'on pense impossibles aujourd'hui seront résolues. Donc, il n'y a pas de problème sans solution. Mais les solutions, c'est les intellectuels qui les trouvent. C'est les chercheurs. C'est les conducteurs de la locomotive qui les trouvent. Mais pour faire bouger toute la société, si cette locomotive n'a aucun wagon qui est rempli de nourriture, de marchandises, de tout genre pour faire bouger, cette locomotive ne servira à rien. La quatrième, enfin, source de légitimation d'un pouvoir, c'est de la même famille que la première, c'est l'éducation sanitaire. Une population doit être sécurisée, doit être nourrie, doit être éduquée et soignée. C'est le minimum qu'un gouvernement doit créer les conditions pour les garantir à sa population. Sinon, on n'aura aucune légitimité. Les débats sur l'élection, les coups d'État, les successions dynastiques, ça c'est les débats d'école. Mais les simples citoyens, il veut vivre, il veut manger, il veut étudier, il veut être en bonne santé. Tout pouvoir qui garantit cela à ses citoyens, il peut dormir tranquillement. Mais si vous ne pouvez pas les garantir, dans un temps donné, vous aurez toujours des problèmes. C'est ce qui nous arrive en réalité. Et donc, dès notre arrivée, dès la prise des rênes du pouvoir par le président Assimi Goïta, dès la rectification de la transition, nous avons fixé de façon très claire les priorités du gouvernement. Nous nous sommes dit que les palabres ont trop duré, c'est nécessaire. Les arrangements ont trop duré, c'est nécessaire. Mais ils ne résout rien. Il faut que le gouvernement se donne les moyens d'assurer, d'inverser la tendance en matière de sécurité. Ça prend du temps, mais il faut inverser les tendances. Et après, amener à sécuriser les pays. Vous savez, les États les plus forts au monde, qui ont la plus grande renommée, c'est vrai, c'est leur économie, mais c'est leur défense. C'est leur défense. Quand vous savez vous défendre, personne ne viendra se moquer de vous. Mais quand vous êtes faible,
tout le monde marche sur vous. Tout le monde vous retire vos biens. Il faut en faire ce qu'il veut. Parce qu'il a vos forces physiques. Et donc, il faut d'abord donner à l'État malien les moyens d'assurer la sécurité de ses citoyens. Souvent, je parle terre à terre, je dis à nos camarades, nos amis même médecins, un enfant, quand il vient au monde, il commence par pleurer. Il crie, c'est pour être sûr qu'il est sécurisé dans le monde où il vit. Mais s'il ne pleure pas, il ne dit rien. C'est que c'est un enfant mort. Donc, nous avons dit, priorité numéro 1, la sécurité. Il faut sacrifier tout pendant un moment pour inverser la tendance. Bon, ça s'est fait dans la douleur, parce qu'on n'était pas habitué à ça. Chez nous, on était habitué à parler, à donner de l'argent. Mais la gangrène continue à prendre le corps. La parole, l'argent, j'allais dire la corruption, ça donne l'impression, c'est comme quelqu'un qui casse le thermomètre. Pour baisser la température, il a le palu, il casse le thermomètre pour ne pas avoir la température, il ne soigne pas le palu. Et c'est pour cela que, quand nous avons mis à la une, devant toutes les questions de sécurité, on s'est donné un certain temps avant la fin de la transition. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas seul. Nous avions parlé jusqu'ici d'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il y a des citoyens dans tous les regroupements qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'accord. D'autres espèrent que c'est ce qui va amener la paix, sans en avoir les preuves. La majorité silencieuse regarde les deux groupes s'affronter dans les médias, le pouvoir. Il s'est créé au Mali, je vous le dis, une catégorie de personnes qui vivent de la crise, qui ne veulent pas que ça finisse. Comme toutes les guerres, il y a des gens qui s'enrichissent avec la guerre. Donc, il y a ceux qui font la guerre, il y a ceux qui vivent de la guerre, et ceux qui souhaitent qu'elle continue, qui sont ailleurs, qui ont des intérêts stratégiques. À tout ceci, le gouvernement doit faire face. Et en même temps, expliquer à sa population pour qu'elle comprenne. Parce que sans le soutien de la population, le gouvernement ne peut aller nulle part. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a remarqué. Quelqu'un s'installe au pouvoir, il appelle les gens, ils déjeunent ensemble, ils font leur méchoui, ils donnent des paquets d'argent, des sacs, souvent même des cartons. On a fait pendant 30 ans. La situation n'a continué qu'à empirer. Si vous remettez tout ce qu'on a mis pour acheter des personnes, pour les amadouer, si vous les mettez aux populations du Nord, vous les partagez seulement entre elles, personne n'aura faim. C'est pour cela que dès que vous demandez de vous faire le point de la quantité d'argent investi dans les régions et les résultats, généralement, il n'y a personne pour vous répondre. Mais quand il s'agit de dire qu'il n'y a rien, tout le monde se lève. Parce qu'effectivement, il n'y a rien. Vous savez, moi, j'ai eu ici un projet. Dès que je suis venu, j'ai dit de me faire le point. Depuis tout le temps qu'il existe, qu'on envoie une mission d'inspection pour voir les différents points d'eau et des différents budgets. Où sont les points d'eau? Parce qu'on dit toujours que les populations n'ont pas d'eau à part. C'est le premier besoin des hommes. On a commencé à me dire, mais il faut faire attention. Vous êtes venus avec vos discours populistes. Au Mali, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut parler avec tout le monde. Ça, je l'ai vécu au début. La première personne que j'ai appelée, j'ai dit de me conseiller comment on doit faire pour le Nord. Elle me dit de faire attention. Avec vos discours là, vous n'irez nulle part. J'ai dit, mais les gens ne veulent pas la vérité. Il y a une minorité de personnes qui ont pris les populations en otage
Et entre eux, le gouvernement, il s'arrange. Les populations souffrent, les gouvernements paradent, les intermédiaires là, ils s'arrangent, ils vont leur situation et la population ne dit rien. Quand vous faites beaucoup de bruit, comme quelqu'un l'a dit, donne dida, et puis il n'y a plus rien. Donc on identifie tous ceux qui sont capables de parler fort, de faire du bruit, que les gens peuvent suivre. On les amène, on les met dans quelque chose, on met quelque chose dans leur bouche, tout le monde se tait. Mais ça peut être une opération ponctuelle, de ruse. La ruse ne peut pas remplacer l'intelligence des situations. La ruse est peut-être nécessaire pour résoudre un problème précis, sortir d'une situation d'attaque, d'une situation militaire, d'une situation politique, d'une situation d'insécurité. Mais sur le long terme, on ne peut pas remplacer l'intelligence de la situation. L'intelligence de la situation, ça veut dire qu'il faut chercher à diagnostiquer comme il faut le problème que nous avons. Une fois que vous diagnostiquez, vous connaissez la maladie, vous déterminez les remèdes. Mais chez nous, on se lève pour donner des remèdes. Quand vous demandez le diagnostic, personne ne peut vous la donner. C'est les discours qui tendent à faire affronter les gens. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on m'a taxé d'être contre les Arabes, les Touaregs, parce que j'ai dit la rébellion n'est pas Touareg et n'est pas arabe. Les plus grandes victimes de cette affaire, massivement, c'est les Arabes et les Touaregs. Les Arabes, c'est des commerçants. Quel intérêt ils ont à ce qu'on casse leurs boutiques? Ils sont obligés de se cacher. Les Touaregs ont leurs animaux. Donc c'est une minorité de personnes, mais qui ont les armes, qui obligent tout le monde au silence. C'est comme on a fait au centre pour réduire tous les peuples au silence. On a déporté la rébellion au centre du Mali. Et puis on dit que c'est un problème peul parce qu'il fallait que ça soit comme ça. Et on a oublié ce qui se passe au nord. Mais les populations continuent de souffrir. On tue les mères, il n'y a rien. Vous vous levez, il n'y a rien. Ceux qui ont la chance, ils prennent leur famille, ils viennent à Bamako, ils partent dans les micros de temps en temps. La situation continue d'empirer. Nous avons dit qu'il faut chercher à mettre fin à cette situation. Il faut que ça soit extrêmement bien compris. Parce que très souvent, vous savez, les dirigeants n'expliquent pas bien les choses à leur population pour qu'elle les suive. Or, sans le soutien de la population, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez chercher à durer au pouvoir. Parce que durer au pouvoir et résoudre les problèmes des gens, c'est deux choses différentes. Vous pouvez chercher à faire 10 ans, 20 ans, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a rien eu, donc il est bien. Mais vous n'avez rien réglé. Quand on voit le bilan à la fin, il n'y a rien. Vous pouvez faire 3 ans, 2 ans et vous laisser des traces pour l'histoire. Quand vous n'expliquez, quand la population ne soutient pas une politique, elle ne va nulle part. Vous n'avez aucune chance. Vous savez, j'ai discuté, paix à son âme, avec l'ancien président Moussa Traoré. J'ai dit, mais président, il paraît que vous n'avez rien fait au Mali. Et à quelques jours de l'inauguration du pont, là, vous êtes tombé. Il y a quelqu'un qui est venu dire que c'est lui qui a fait le pont. Vous étiez en prison. Il me dit que Moti est faux. J'ai dit, ça c'est votre temps. Avec nous, là, Nimi est faux, Machiti est faux. Dans le monde de maintenant, là, tout ce qui n'est pas connu n'existe pas. Mais ces messieurs-là, qui ont brassé des milliards au nom des populations du Nord, mais les gens ne savent pas. Moi, je veux que les populations du Nord exigent chaque région d'air quelle est la quantité d'argent qui a été débloquée pour telle région, pour résoudre tel problème, qui était le responsable, où est-ce que l'argent est parti. Mais quand les gens n'ont rien, c'est facile de venir prendre des micros et quelqu'un qui a faim effectivement ou qui a soif, si vous lui dites qu'il n'y a pas d'eau, mais il va vous suivre. Mais c'est vous qui faites qu'il n'y a pas d'eau. Donc nous avons dit qu'il faut inverser la tendance au niveau de la sécurité. Il faut un équilibre des forces, au moins, pour que la parole serve à quelque chose. Quand il y a l'équilibre des forces, vous allez parler. Mais aussi longtemps que vous êtes faible, on marche sur vous, votre parole n'ira nulle part.
Et c'est pour cela que nous nous sommes donné un temps pour investir dans la sécurité. L'État malien, vous savez ce qu'un militaire m'a dit un jour? Je donne souvent son anecdote. Il dit qu'ils se sont retrouvés dans une situation comme un homme qui tient le mur de sa maison qui va tomber et son pantalon qui n'est pas bien attaché. Lui, il tient le mur avec les deux mains et puis il y a quelqu'un derrière qui tire le pantalon en bas. Donc il avait le choix, soit il laisse le mur tomber, il tient son pantalon pour qu'on ne voit pas ce que le pantalon couvre, ou bien il tient le mur, l'autre n'a qu'à enlever le pantalon et se moquer de lui. Ils ont préféré tenir le mur. Et il y a des gens qui enlèvent le pantalon, ils regardent, ils se moquent de lui. Il dit, mais au Mali, il n'y a même pas de militaires, dès que tu tires, il fuit. Il y a des milliers de gens qui sont sacrifiés comme ça. On les a égorgés, on les a tués, parce qu'ils ne voulaient pas laisser le mur tomber. Jusqu'à ce qu'un jour, des citoyens soient là qui vont aider à mettre des poutres sur ce mur. Et c'est à cela que nous nous sommes attachés. Le président de la transition, le CNT, le gouvernement, pour qu'enfin on respecte le Mali. En ce moment, on s'assoit pour parler. Sinon, personne n'a refusé le dialogue. Mais un dialogue en position de faiblesse, il ne sert à rien. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons dit de faire une application intelligente de l'accord. Ça veut dire qu'il faut sortir de la situation où il y avait la corruption et la palabre pour arriver à une situation où on a un État et puis la palabre. Parce que la palabre, c'est nécessaire en Afrique. Un État, c'est la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut s'imposer par la force au pays et aux autres citoyens. Et le droit pour protéger les plus faibles. Quand un État n'a ni l'un ni l'autre, les gens n'ont peur de rien et ils n'ont honte de rien. Une personne qui n'a ni peur ni honte, mais ce n'est pas une personne. Bon, c'est ce qu'on a cultivé. Quand il y a le verbe haut, tu peux menacer les responsables, tu peux crier sur eux, tu peux passer dans les réseaux, faire des meetings. Toi, on tient compte de toi. Qu'est-ce que tu représentes réellement chez toi, dans ta localité? Est-ce que ta parole est écoutée? Ça n'intéresse pas les gens. Nous avons décidé de mettre fin à ça. De redonner à l'État ses moyens de se faire entendre. Aujourd'hui, on a inversé les tendances. La région de Tombouctou, qu'est-ce qui se passe? Quand on a décidé de demander le départ de l'administration, sans délai, parce que nous avons analysé la situation, on a diagnostiqué, nous sommes arrivés à une conclusion. Vous avez un malade qui s'appelle Mali. Vous avez un docteur qui s'appelle Communauté internationale, ou si vous voulez, France, qui a prescrit un médicament pour 2 ans. Au bout de 7 ans, non seulement la maladie n'est pas finie, mais elle est allée de l'extrême nord à 80% du territoire. À un moment donné, il faut s'arrêter. Soit vous attendez la mort, ou vous vous levez, ou décidez de changer de médecin, ou chercher d'autres médecins pour compléter. Changer d'analyse, de médicaments ou de posologie. En tout cas, il faut changer quelque chose. Nous avons décidé de demander le départ des forces internationales de notre pays. Souverainement, ça a été demandé au Conseil de sécurité. Il est vrai que dans la plupart des grandes chancelleries, les uns et les autres ont dit qu'aucun pays n'ose faire ça. Le Mali n'osera pas. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Au nom de tout le monde, il a fait parole là-bas dans la salle, comme on dit. Départ sans délai.
Après, nous avons négocié avec nos partenaires, nous avons eu 6 mois. Mais il y a des forces qui ont juré que le départ n'aura pas lieu. Ou s'il a lieu, il y aura le chaos. Les Maliens vont le regretter et rappeler les forces internationales. Et comme ça, on va continuer à désagréger l'État malien jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le terrorisme s'étend au Burkina, au Togo, au Bénin. Finalement, on va même oublier les Maliens qui vont se chercher. Vous savez, dans notre histoire, nous avons fait 300 d'anarchie à un moment donné de notre histoire, à la fin du XVIe siècle. 300 ans, il n'y a pas eu d'État. C'est les armes qui commandaient. Quand tu es plus fort, en 1595, à la chute de l'Empire Songwe, après ça, nous avons fait 300 ans d'anarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure étatique qui répond au nom de tout le monde. Quand tu es fort, tu prends ton épée ou tu achètes des fusils, tu t'imposes à ta communauté et tu étends ton influence. On est resté 300 dans cette. Ça crée quoi? Les plus braves souvent ont été tués, certains ont émigré. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des armées des pays qui nous entourent, là, quand vous cherchez l'ascendance des militaires, là, c'est des enfants de l'ancienne aristocratie Songhai qui ont détalé, qui ont fui. Il y a une partie de la population qui est restée, elle a accepté la règle des seigneurs, des gens qui s'imposent par la force. Ensuite, le colonisateur est venu. Lui, il a joué sur les tribus. Moi, j'ai sorti des livres où le gouverneur de l'AOF a écrit, pour dire à celui d'Afrique centrale, d'ici, qu'il faut qu'on élimine toutes les peaux blanches au Mali. Il faut empoisonner les pâturages, les puits. Et il espère qu'il y aura un jour un avion où on va épandre le poison pour les tuer tous. Cette lettre-là, moi je l'ai. Moi j'ai des ancêtres qui sont morts à Gorée. Quand vous faites vos 15 ans, ceux qui sont retournés, ils sont morts à Bamako-Koura, ils sont enterrés. D'autres sont rentrés. Quelle était leur faute? Ils ont caché des Touaregs et des Arabes, leurs parents, leur sang. Ils ont mélangé leurs animaux à leur, parce que même leurs animaux, on voulait les égorger tous pour qu'ils manquent de tout et qu'ils disparaissent. Leur seule faute, c'est de devoir protéger un comme lui-même, qui a la seule différence, sa peau est blanche. Parce qu'une administration a décidé de les exterminer. Mais cette partie-là, les Maliens ne la connaissent pas. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire, je ne sais même pas, révolte arabe, Touareg, mais je dis que les gens ne connaissent pas l'histoire. Les grandes victimes de cette affaire-là, c'est les Arabes, ceux qui sont dans les camps de réfugiés, les Touaregs. Vous croyez que c'est le plaisir pour eux? C'est le seul Mali, c'est leur pays. Ceux qui sont au nord, là, quand ils vont dans les pays du nord, là, quand vous poussez, mais on ne les appelle pas des Touaregs. Les autres, quand ils vont ailleurs, on ne les appelle pas des Arabes. Ils ont des noms là-bas, des noms péjoratifs d'ailleurs pour eux. Mais c'est le Mali, leur pays. Le Mali n'appartient à personne plus qu'à un autre. Cette partie de l'histoire, si on ne l'enseigne pas à la jeunesse, on va continuer à nous manipuler. Ah, ta peau est blanche, tes cheveux sont lisses, tu es très noir, donc vous n'êtes pas les mêmes. Tout ça, c'est une période donnée de l'histoire de notre pays. Nous avons fait 370 ans dans ça. 300 ans et 70 ans de la colonisation. Vous voyez les colons quand ils étaient venus, il y a ce qu'on appelle les indirect rules. C'est-à-dire on dirige directement, indirectement, behind. C'est ce qu'on a appliqué aux peaux blanches du Mali. Et le direct rules, on administre directement. On a fait ça aux Noirs. Pourquoi? C'est une façon de les diviser à long terme. Donc à la veille de l'indépendance, toute l'intelligence est en grande partie, c'était des Noirs. Comme les Touaregs, les Arabes, on disait non, on ne va pas toucher à leur culture, on ne les amène pas à l'école. À la veille de l'indépendance, il n'y avait plus d'intellectuels. Donc quand vous faites les votes, vous débattez, c'est les Noirs qui vont prendre toutes les positions de décision.
Quelques années après, les mêmes qui ont organisé font des livres. Ah oui, oui, les Arabes et les Touaregs sont exclus de tout, on les marginalise. Mais c'est eux qui ont créé. En Angleterre, il y avait les indirect rooms partout. Mais ici, là, ils ont créé 2 types. Mais la première école de l'ENA que Modibo Keïta a créée, à son âme, on a pris des Arabes et des Touaregs qui n'avaient même pas le niveau pour les mettre de force, pour rattraper ce gap historique-là. Les Moulay Haïdra, mais ils étaient amenés à l'ENA comme ça. Il y a beaucoup d'autres. J'ai oublié les noms parce que moi je lis beaucoup pour comprendre ce qui se passe chez nous. Personne ne veut nous opposer. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais il y a des individus qui vivent de ça. Il y a des Soreilles, il y a des Arabes, il y a des Touaregs qui vivent de ça. Qui ne veulent pas que la crise finisse. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui ont une lecture claire, historico-politique et dialectique de la situation pour en finir. En tout cas, pour inverser la tendance. Nous nous sommes équipés. Donc, tous ceux qui sont contre la paix au Mali ont misé sur le tournant de Ber. Ils ont juré que ça ne va pas bien se passer. À partir de Ber, toute la stratégie de désarmement des forces internationales allait tomber à l'eau. Mais nous sommes intelligents aussi. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez amener toutes les bombes, bombarder tout le nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre à Kidal, je dis, mais ils se trompent complètement d'interlocuteur. Vous allez bombarder Kidal, mais qui va mourir? C'est des innocents. Mais ceux qui mettent le feu là, ils n'auront rien. Ils vont courir aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens à Bamako. Le reste de la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence. Donc le tournant de Ber, quand il a eu lieu, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu le moral pendant quelques jours. Les gens se sont réorganisés. Nous savons qu'il y a des individus qui sont envoyés par des services spéciaux de certains États pour créer le désordre au Mali. Donc il faut jouer sur le mental des gens. On a perdu la guerre physique. Il faut que la guerre communicationnelle, on la gagne. Et vous savez, d'après Hitler et Goebbels, il dit que dans la propagande, les mensonges qui ressemblent à la vérité sont plus convaincants que tout. Il y a l'insécurité, il y a un camion qui s'embourbe, il ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un vient, il tire 2 armes là-dessus. Il y a une zone que vous connaissez, on met des EI, on fait sauter. Quand l'armée veut se lever, parce qu'on a notre aviation et des drones aujourd'hui qui filent les gens, il y en a qui vont se cacher sous les arbres, on les a eu au nord. Les gens, dès qu'ils apprennent que l'avion s'est levé, ils changent d'habit, ils se transforment en bergers. Vous allez les bombarder, on va dire que vous avez tué des civils. Il y a tout qui se passe au nord actuellement. C'est vraiment une guerre d'intelligence qui est en train de se passer entre notre armée et les adversaires du Mali, de la paix. Mais ça, tout le monde ne peut pas la comprendre. On ne peut pas se lever aussi expliquer à tout le monde. Parce que les stratégies que la hiérarchie militaire est en train d'élaborer, nous ne pouvons pas les expliquer. Nous voulons qu'il y ait des résultats. Aujourd'hui, dès que l'avion se lève pour aller bombarder des groupes organisés, ils ont toujours des habits, tout le monde il se lève, tout le monde devient des bergers. En 5-10 minutes, on change d'habit. Et il y a d'autres qui sont avisés, dès que vous les touchez, ah oui, l'État malien a commencé à bombarder des populations civiles, les massacres des populations. D'ailleurs, ils choisissent les Arabes et les Touaregs. Vous savez, quand on a renvoyé une certaine radio ici, vous savez ce qui s'est passé la veille? On a tué 2 personnes à la frontière de la Guinée et 2 personnes à la frontière de la Mauritanie. C'était pendant l'embargo. Or, ces 2 pays avaient dit qu'ils ne vont pas respecter l'embargo. Donc, il fallait nous mettre en conflit. Et on entend sur une radio que oui, l'armée malienne est venue, elle a rasé tout un village.
Ceux qui ont pu se sauver ont fui dans la forêt. Et comme par hasard, c'est ces personnes qui ont fui qui sont venues ouvrir les fosses communes et trouver parmi les cadavres 2 personnes blanches et dire que c'est des Mauritaniens. Mais en vérification, la personne qui dit tout ça, il y a son correspondant, ce fameux habitant de ce village qui aurait fui dans la forêt et revenu. Mais la personne était à Bamako. On lui donne des crédits, on lui téléphone. Mais c'est lui qui est à l'extérieur qui écoute cette campagne-là. Mais il va croire à ça. Un arabe qui écoute ça, un Touareg qui écoute ça, un Mauritanien. Il va dire, ces Maliens-là, ils exagèrent. Ils sont en train de tuer nos citoyens. Heureusement que nos amis guinéens n'ont même pas écouté parce qu'ils comprennent. Notre ami mauritanien, il a compris la situation. Mais il y en a qui sont tombés là-dedans. Il a eu énormément de pression. Nous avons levé le ministre le chef d'état-major des armées, le directeur des services de renseignement, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, pour aller montrer géographiquement que là où notre armée a intervenu est loin de là où il y a eu les morts. Les morts là, c'est les forces spéciales obscures qui les éliminent. Et les relais prennent. Donc c'est pour cela qu'au niveau de l'armée, nous disons toujours, il faut la collaboration sans condition à toute heure, à tout moment de la population. Parce qu'aujourd'hui, après la défaite de Ber, c'est de créer une psychose dans les 2 régions. Sœurs, dès que quelque chose se passe, vous avez une preuve, on généralise, on crée la psychose, on fait peur à tout le monde. Comme je vous dis, même si un camion s'embourbe, parce qu'il n'y a pas de route, on met ça en rapport avec le départ de l'aménagement, pour que la population se révolte. Donc ce que je voulais vous dire, il faut rester soudé aux forces armées de sécurité. Aucun intérêt politique ne peut conduire notre gouvernement aujourd'hui à créer une situation comme ça dans une région. Le président suit nuit et jour, il ne dort même pas. Il y a beaucoup de ces activités qu'on a annulées pour le suivi total du départ des forces internationales jusqu'au 31 décembre. Il y a beaucoup de bases à libérer et certains ont juré que ces bases ne seront pas transmises. Mais beaucoup d'espoir de ces messieurs avaient été mis sur Ber. Beaucoup, je vous l'apprends aujourd'hui. Et il y en a dans notre société. Il y a des Sonraïs, il y a des Arabes, des Touaregs, des Bellades qui sont payés pour s'aimer le désordre. Il y a des ennemis, mais vous ne pouvez même pas les imaginer. Ça, c'est la force d'un État. Aujourd'hui, c'est un travail gigantesque que nous sommes en train de mener. Que les forces armées de sécurité sont en train de mener. Que l'État malien est en train de mener. Que le président est en train de mener. Pour que nous puissions récupérer tout ce passé. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ces derniers moments? Sur l'ensemble des territoires, on dirait qu'il y a un éveil de terrorisme aujourd'hui. Partout, il y a des attaques. Pour nous embrouiller, disperser les forces, nous décourager, remobiliser. Sinon, ce qui s'est passé à Bandiagara, moi, je vous demande, quel intérêt notre gouvernement a à tuer les gens dans la foule des manifestants à Bandiagara? Quel intérêt? Mais dès que les gens sont morts, on pointe du doigt le gouvernement. Et tout le monde tombe là-dedans. Heureusement que les populations ont commencé à comprendre. Vous savez que récemment, il y a quelqu'un de là-bas qui a non seulement dit qu'il a compris le jeu, il a versé son 100 000 francs pour l'armée. J'ai demandé de mettre dans le compte de soutien à l'armée, lui retourner et le reçu avec les remerciements du ministre des Finances. C'est de ça qu'on a besoin, que notre population comprenne. Parce que tant qu'elle ne nous soutient pas, on n'ira nulle part. On a beau parler, avoir toutes les armes du monde, si vous n'avez pas le cœur et l'esprit des populations, vous n'irez nulle part. C'est à cela qu'on est attaché aujourd'hui. Il faut inverser historiquement la situation au Mali. On ne peut pas le réussir sans votre aide. Donc je vous en supplie, soudez vos rangs. Parce qu'on a mis la population de Tombouctou dans un dilemme. La colère grâce à cause de l'insécurité, ou renforcer la résilience, continuer à souder les rangs. C'est le dilemme dans lequel la population est aujourd'hui.
Quand on tue votre frère, vous êtes forcément en colère. Vous perdez 90% de votre résilience. Vous contaminez vos voisins qui vont perdre 60% de leur résilience. Et petit à petit, on tue une personne, on a 100 à 400 personnes qui sont découragées, qui sont démobilisées. D'autres ont faim. Plus la communication en boucle avec les réseaux sociaux, là, ça ne nous profite pas, nous seulement. Hein. Bien que chacun se défende, c'est pourquoi je parle d'intelligence. Sinon, je vous assure que la situation de Tombouctou est prise avec les deux mains par le chef de l'État, le ministre de la Défense, les forces armées de sécurité. C'est l'un de nos soucis principaux. Parce que si ça ne réussit pas, nous ne pouvons pas compter sur les autres. Or, nous sommes déterminés, historiquement et politiquement, à reprendre toutes les bases qui vont être laissées par les forces internationales, partout sur le territoire national. Mais nous avons pris 2 ans pour nous équiper, avoir nos soldats mourir dans les camps. Pendant 7 heures, il n'y a personne pour les aider. L'avion qui est stationné, on nous dit qu'elle ne peut pas aller. Où les ministres vont à l'aéroport pour aller à Gawa, Tombouctou, ils font la journée, le soir on leur dit de retourner, il n'y a pas de place. Mais ça c'est fini aujourd'hui. Moi j'ai fait un aller-retour à Moti l'autre jour, le matin et la journée. Il n'y a pas un coin du territoire national où l'armée ne peut pas aller mener le combat par les moyens que nous avons. J'avais dit aux gens que nous avons aujourd'hui des drones armés. Les pays africains qui en ont, ils ne sont pas nombreux. Ces drones-là, quand nous avons demandé à les avoir, on a dit qu'on va attendre 3 ans. J'ai vu ça dans les journaux. Mais nous les avons acquis en 3 mois avec des partenaires stratégiques de confiance, diversifiés, contrairement à ce qu'on nous dit, ils sont avec les Russes, parce qu'on parle beaucoup d'eux. Sinon, nous, notre partenariat est très large aujourd'hui, Dieu merci. Donc, je veux que vous compreniez, là où nous sommes, sans le soutien, la compréhension de la population, on ne peut pas réussir. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est ce coût-là que la population malienne est en train de payer. Parce que dans l'histoire des nations, chaque fois qu'un pouvoir a négligé ça, la défense de la population, à long terme, il l'a rendu esclave. Historiquement, c'est comme ça dans toutes les nations. Tout pouvoir qui néglige la défense de son territoire, il donne l'argent pour corrompre les gens. Ça, c'est un pouvoir qui ne travaille pas pour l'histoire. Il travaille pour durer au pouvoir. Durer au pouvoir et bien gérer, c'est différent. En Afrique, on les confond. Un tel a duré, il n'a pas eu de problème, mais il n'a rien laissé. Il y a des pays qui produisent du pétrole et vous n'avez pas de route chez eux. A fortiori un échangeur. Donc, je me suis longtemps étendu sur ça parce que c'est important que vous l'entendiez, mais pas seulement vous, tous les Maliens, notamment partout où il y a les bases militaires, nous allons les prendre d'ici le 31, s'il plaît à Dieu. Et ensuite, nos frères maliens qui ne sont pas d'accord à faire tuer d'autres Maliens, ils vont s'asseoir, on va parler. Moi, je dis que l'accord là, il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est l'intégrité territoriale du Mali, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire et la forme laïque et républicaine de l'État. C'est ce qui n'est pas négociable. Tout le reste, les Maliens peuvent s'asseoir d'égal à égal, négocier comment administrer notre pays pour que tout le monde se reconnaisse là-dedans. Que personne n'impose sa religion aux autres. Mais toute personne qui veut s'imposer par la force avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il va trouver l'État malien sur le chemin. Et l'État malien ne peut pas réussir sans vous. C'est pour cela que cette demande d'audience, en réalité, vous l'avez fait au nom de Tombouctou, mais la vérité c'est que vous l'avez fait au nom du Mali. Nous n'avons même pas le choix. C'est ce que j'ai dit à mes conseillers. J'ai dit, mais ça c'est une audience au nom du Mali. Parce que dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose. C'est simplement parce qu'il y a des hommes intelligents, des leaders dans la zone qui se sont dit, on ne peut pas continuer à se taire.
Sinon, les gens auraient pu organiser une manifestation à Bamako, un meeting, une marche, mais après on rentre à la maison. Ça s'arrête ici. Mais quand vous organisez ça, vous interpellez le gouvernement devant les peuples maliens. C'est comme une assemblée nationale qui interpelle un gouvernement. Vous interpellez le Premier ministre sur la situation de votre région où les gens n'ont pas à manger, où ils ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est un échantillon en réalité aujourd'hui. Tombouctou aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un virage historique aujourd'hui qui se passe. Si ça se passe bien à Tombouctou et Taoudeni, vous allez voir, ça va alléger les choses dans le reste du Mali. C'est ça le combat de gladiateurs que nous menons aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec l'appui des Maliens, avec votre appui là, on ne peut pas échouer. Parce que cette terre-là, c'est une terre bénie. Tous ceux qui vont jouer contre la terre malienne là, ils vont perdre le jeu. Forcément, ça peut prendre du temps. Je le dis toujours, le temps c'est le premier allié de la vérité. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On a fait combien d'années? Les gens tuaient les personnes. Moi j'ai vu des mères qu'on a exécutées, il n'y a rien, il faut me boire là. Ses parents l'ont enterré, on a pleuré et puis on a passé là-dessus. Ça ne peut pas durer. Je compte donc beaucoup sur vous et c'est pour cela que le gouvernement a décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de donner beaucoup de visibilité à la région de Tombouctou. On ne la choisit pas par hasard. Tous les actes que le gouvernement pose sont des actes réfléchis. Vous savez, récemment, j'ai reçu des Maliens, je préfère ne pas donner leur nom. Et le monsieur me dit que vous n'avez rien à faire pour la population parce que sous tel président, on a donné l'argent à notre président et sa femme qu'on a envoyé quelque part. J'ai dit ça c'est la corruption. Moi je ne cherche pas à plaire à vous, votre groupe. Vous et votre femme, ce n'est pas votre communauté. Je préfère qu'on me parle de la communauté. Et c'est le problème de la communauté qu'on a réglé, comme on pouvait, mais pas le problème d'une personne. Ce que nous voulons, c'est que dans quelques années, ou à la fin de la transition, ou avant de transmettre le flambeau au nouveau pouvoir qui va venir, que la situation soit largement meilleure qu'aujourd'hui. Et que lui aussi il apporte sa pierre. Et que dans quelques années, les Maliens puissent se promener dans leur pays tranquillement, comme ils veulent, avec leur turban, leur chapeau, leur tête nue. Ils vont là où ils veulent, ils reviennent. Ils achètent leur terre là où ils veulent, ils construisent leur maison, sans qu'on leur dise que vous êtes du nord ou du sud. C'est à cela que nous espérons. Donc cette rencontre-là, elle est de portée historique. Elle n'est pas comme vos autres rencontres. Les autres rencontres, c'est des doléances pour votre région. Cette rencontre-là, c'est pour le Mali. Et quand le président a pris la décision, parce que c'est une décision politique, que la biennale va se tenir à Tombouctou, c'est parce que nous voulons faire un virage historique à Tombouctou d'ici 2024. Et nous savons aussi que Tombouctou et Taoudeni, c'est des gens qui ont un orgueil à fleur de peau. Ils ne vont jamais accepter que la biennale chez eux soit moins qu'ailleurs. Donc partout où ils sont là, ils vont vendre leur boutique, mais ils vont faire que la biennale réussisse à Tombouctou. Et un Tombouctou, tu pars chez lui, tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien, ça ce n'est pas Tombouctou. Mais si ça marche bien, mais on verra là où il faut historiquement et politiquement tenir la biennale la prochaine fois. Ça devient un projet de développement. Et la semaine passée seulement, le président a interrogé le gouvernement où est-ce qu'on en est avec le stade de Tombouctou. Le mercredi passé seulement. Donc, chaque 2 semaines régulièrement, il va avoir le point. Pour qu'au moment de transmettre le pouvoir, on dise au président, voici ce qui vous reste à compléter pour que la fête soit belle à Tombouctou. Nous avons récemment, vous avez écouté dans les médias, adopté un projet très important pour la région, un projet agricole. Et moi, j'ai reçu personnellement les directeurs. Je leur ai dit qu'il faut faire les choses pas comme avant maintenant. Maintenant, c'est le concret. Dire que la BOAD, on a fait un prêt de BOAD
on va rembourser à 40 ans. J'ai même rigolé en disant au ministre, en tout cas, dans 40 ans, moi, je ne sais pas là. Je ne sais pas qui d'entre vous sera là dans 40 ans. Faisons en sorte que les problèmes des gens soient résolus maintenant. Parce que vous savez, les prêts de l'État, on prend pour 40, 50, 60 ans. Les ministres se sont mis à rire. Parce que chacun veut être plus de 40 ans. Moi, je suis sûr que 40 ans, nous, on ne sera pas là. Mais ceux qui seront là, on veut poser des bons jalons pour vous. Pour que vraiment vous puissiez construire, aller de l'avant. C'est comme ça qu'une nation se construit. C'est plusieurs générations. Et donc, je suis sûr que moi, je rendrai compte demain. Parce que c'est le mardi, ma rencontre avec le président. Je lui rendrai en détail compte et je ferai un rapport spécialement sur la situation de Tombouctou. Je sais que l'état-major est interpellé aussi. Le ministre de la Défense fait de son mieux. Mais je vous dis tous les dessous. Il y a trop d'enjeux actuellement. Redoubler de vigilance, redoubler de, comment on l'appelle, de résilience, d'intelligence pour déjouer les plans des autres. Parce qu'eux, ils sont convaincus qu'on ne peut pas les résoudre. Mais on peut les faire. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai dit à nos amis français, la capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'est Brazzaville. C'est les Africains qui ont travaillé à restituer aux Français et les autres leur honneur et leur dignité. C'est pourquoi quand j'entends certains nous dire que s'ils n'étaient pas venus, nous, on n'existerait pas. Mais si on pousse un peu dans l'histoire. Mais quand le président est venu, pourquoi j'ai touché à ça? Il ne s'est pas étendu dans beaucoup de choses, il n'a pas été élu. Quand De Gaulle est venu, il a installé un gouvernement provisoire avec 4 objectifs clairs. Le premier, c'est de continuer à pacifier leur pays. Les poches des nazis, là, il faut les détruire partout où elles sont. Mais c'est à ça qu'on s'attache aujourd'hui. Deuxième chose, il dit qu'il faut développer l'agriculture pour donner à manger à tous les Français. C'est pourquoi vous allez entendre, on dit que c'est la première puissance agricole d'Europe. Les artistes ont même inventé des chansons où des couples se mariaient, on les installait dans les villages, on les donnait des tracteurs pour développer l'agriculture. La troisième chose, ils ont développé les relations internationales, les rapports avec les colonies. Parce que c'était clair pour eux qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Les États-Unis et la Russie leur disaient de décoloniser. Et enfin, assurer les transports, les moyens de communication et l'éducation des Français entre eux. C'est tout. Il ne s'est pas dispersé dans beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas qu'on les copie, mais la logique, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La sécurité, la nourriture, l'éducation, la santé. Tout le reste là, les beaux discours, les gens ne les mangent pas. Dans 5-10 ans là, ce qui reste là, c'est ce qu'on va planter comme acte dans la sous-région. Donc vraiment, nous comptons beaucoup sur vous. Personne ne va vous oublier. On le fera pour plusieurs raisons. Pas pour plusieurs raisons. D'abord, Tombouctou, c'est une partie du Mali. Tombouctou et États-Unis, si vous les enlevez du Mali, vous vous retrouvez avec un tiers peut-être. Deuxièmement, comme on dit, une bonne démocratie ne se mesure pas forcément seulement à la volonté de la majorité. Une bonne démocratie, c'est que la minorité aussi trouve son compte là-dedans. C'est ça la bonne santé d'une démocratie. La troisième chose, et peut-être la plus importante, nous sommes à un tournant historique. Si le départ des forces internationales est un succès franc à Tombouctou, ça va créer un effet d'entraînement pour les autres régions. Donc nous sommes dans un combat corps à corps, je vous dis, de portée historique, politique et dialectique aujourd'hui, avec les forces qui ne veulent pas de la paix au Mali. Il y en a qui ont juré que nous allons regretter l'acte qu'on a posé à New York. Le Nord est envahi aujourd'hui d'agents spéciaux, des spécialistes en guerre, en manipulation, en communication, en tout, pour embrouiller les Maliens. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin avec votre aide. Et nous allons gagner
et vous allez gagner cette bataille-là. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci bien, monsieur le président. Merci. Allez, monsieur le président. Non, je voulais juste faire un rappel par rapport au Maurout. Vous savez, oui, allez-y. Mais avant, je voudrais aussi, dans la même logique que vous, dire que l'État a mis en place les autorités traditionnelles, les légitimités traditionnelles. Vous savez, parce que moi, je suis dans une situation confortable, mais inconfortable aussi. Je suis du Nord, donc de l'ancienne région de Gao, donc Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka, Taoudeni. Et donc, tout ce que je fais, je pose comme acte, tout ce que je dis, il y a des Maliens de mauvaise foi qui ont une lecture un peu tordue de ce qu'on fait. Or, nous sommes là pour travailler au nom de tous les Maliens. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une phase très sensible de la transition. Et moi, j'ai adopté un principe dès le début de la rectification. Aucun acte, aucun engagement d'envergure n'est pris tant que je n'en parle pas avec le président, pour qu'on soit toujours en phase. Parce que vous savez, en Afrique, historiquement d'ailleurs, ceux qui le savent, moi je lis beaucoup l'histoire des nations, chaque fois qu'on veut fragiliser un pouvoir, on crée une fissure à la tête. Dès que les gens ne s'entendent pas au sommet, c'est lézardé, il y a des lézards qui rentrent. Le lézard, il n'a pas de coquille, hein, c'est une peau, mais il peut passer sans problème. Et ça ne manque pas. C'est exactement comme le problème de la paix au Nord. C'est ainsi que vous pensez être vos adversaires là. Eux, vous les connaissez, mais il y a d'autres là qui sont censés être vos amis, qui le disent, qui crient avec les gens dans les manifestations à bas les terroristes. Mais en fait, vous avez, il y a un exemple dans une zone au Nord. Il y a un monsieur, quand on est sorti pour marcher contre les terroristes, quand il a vu la masse, il est allé marcher aussi, il a attaqué les terroristes, on l'a même mis devant. 3 jours après, on l'a trouvé égorgé devant sa femme et ses enfants. Ceux qui ne comprennent pas se sont émis, il dit qu'on vient égorger quelqu'un dans son village, le gouvernement ne fait rien. Mais un de ses fils a dit aux gens la vérité. En réalité, toutes les nuits, il faisait des réunions avec les terroristes. Quand ils l'ont vu dans la masse, ils se sont dit que si celui-là il vit là, il va nous dénoncer. Il vaut mieux l'éliminer à temps. Mais les autres s'étaient plaints avant que le gouvernement ne fait rien. Leur citoyen est mort, on est venu l'égorger. Mais celui-là travaille. Combien de personnes sont mortes à cause de lui? Lui, ce n'était pas son problème. Donc cette situation, elle est extrêmement complexe. Il faut beaucoup d'intelligence de la situation, de bonne lecture, de patience et faire confiance à ceux qui dirigent le pays. Nous faisons, on prie Dieu pour qu'on ne se trompe pas. Parce que quand les dirigeants se trompent, ça coûte cher au peuple souvent. La situation que nous vivons, c'est un problème des dirigeants. En Afrique, j'ai dit aux Européens, s'ils n'étaient pas partis détruire la Libye pour qu'il y ait une armerie à ciel ouvert, on n'allait pas avoir les terroristes dans le golfe de Guinée. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Ils disent, ouais, si on n'était pas venus, ils allaient même disparaître. Vous savez ce qu'un a dit l'autre jour, vous avez vu dans les vidéos, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il a dit, quand le ministre des Affaires étrangères de la Russie était venu au Mali, et d'ici il est en Afrique du Sud, le monsieur il dit, ah oui, vous savez, les Africains là, c'est des gens, ils sont faciles à manipuler. C'est des cibles faciles. Un ministre, dans le même moyen, il tenu un grand discours, il dit que l'Europe c'est un jardin et il y a la jungle qui l'entoure. Et voici ce monsieur, maintenant que les choses sont en train de les échapper, au début ils ont cru que ça manipulant les Africains pour imposer des sanctions. Ils ont vu que ça ne marche pas. Maintenant il a réuni les ministres de la Défense de l'Union européenne le mercredi 30 août, au sud de l'Espagne. Il leur dit, vous savez, les Africains là,
Nous avons des intérêts là-bas. Il faut que nous changions de lecture. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Parce que jusqu'ici, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'il dit ça. Il dit, mais voilà des gens qui se réveillent à 14h. Nous, on est réveillés depuis 7h30, on est au travail. C'est maintenant qu'il se lève pour dire qu'il doit aller au travail. Mais pourquoi il n'avait pas commencé par ça? Donc vous imaginez le ministre des Affaires étrangères de tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Et quand il a dit que l'Europe est un jardin autour il y a des gens, il y a quelques députés qui se sont levés, mais la majorité n'a rien dit. La vérité, il faut que les Africains le comprennent. Ces histoires de dire les Africains blancs, les Africains noirs, chez eux là, tous ceux qui ne sont pas avec eux là, ils sont des races inférieures. Donc organisons-nous pour leur montrer, comme je l'ai dit à certains ambassadeurs, que le coefficient intellectuel, en tout cas des Maliens, il est largement au-dessus de la moyenne qu'ils pensent. Parce que nous allons reprendre notre pays. Vraiment, on compte beaucoup sur vous. On m'a effectivement dit que les populations Songwe en train d'entrer en Songwe, mais ça va être très long. Vous avez beaucoup d'actions de développement qui sont en cours aujourd'hui. Sur la route Sévarigao, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises, des marchés sont conclus, les terroristes ont juré qu'il n'y aura rien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le corps à corps avec l'État malien. Ils décident d'étendre le terrorisme sur tout le territoire pour nous épuiser. Et dans ces poches-là, accumuler les colères des populations, les révolter et fragiliser l'État. Et il y en a qui sont tapis à l'ombre, qui attendent l'occasion pour sauter sur une proie qui est déjà morte, pour faire leur festin. Quelques Africains, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne se battent pas pour le pays, ils se battent pour leurs intérêts. J'ai vu 40 ans, plus peut-être j'ai commencé la lutte à 20 ans, à 60 ans je serai vieux. Si j'accumule pendant ces 60 ans, après je prends mon sou, je vais dans un autre pays. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ils ne sont pas attachés au territoire, ce n'est pas leur problème. C'est ce que j'ai dit à un chef d'État qui nous fatigue. J'ai dit, mais nous savons le nombre d'immeubles qui sont construits chez vous. C'est des quartiers entiers, nous avons la liste et on connaît les individus qui ont amené l'argent là-bas. C'est l'argent qui était destiné à payer des hélicoptères pour protéger nos militaires. D'autres ont mis cet argent dans des sacs, ils sont allés acheter des maisons, sont allés construire des quartiers entiers, faire des hôtels. Et nous, on est là, les gens croient que nous, on ne comprend pas. On essaie de tout comprendre, tout ce qui se passe chez nous. Même quand la Covid a tué des personnes, des gens sont allés prendre l'argent de la Covid d'erreur, mettre dans des cartons, des valises et l'amener ici. Mais on ne peut pas continuer ça. Les richesses ne sont pas bien distribuées souvent. Et l'État ne peut rien sans votre soutien. Même la lutte contre la corruption, là, sans le soutien de la société, là, on ne peut rien réussir. C'est pourquoi on a besoin de votre confiance, de votre soutien et des bénédictions de nos anciens. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Et merci beaucoup. اللهم اجعلنا من الفقر والإذ يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.